Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Magnéto de QI Basket. Dans cet opus, nous allons avoir la chance de passer quelques instants auprès de l'un des joueurs les plus esthétiques de l'histoire de la NBA. Un meneur aux qualités athlétiques hors normes, une personnalité forte qui, sans jamais avoir gagné de titre NBA, a su marquer la ligue de son empreinte. De ses débuts à UCLA jusque ses dernières joutes à New York, en passant par la génération We Believe des Warriors, suivons ce joueur pas comme les autres. Surnommé The Beard bien avant James Harden, Baron Davis et son élégance à l'état pur, c'est l'histoire que nous allons raconter dans ce nouvel épisode du Magnéto. Ils sont 5000. 5000 joueurs à avoir un jour foulé les parquets de la NBA. 5000 athlètes de haut niveau et autant d'occasions d'écrire et de redécouvrir l'histoire de la Grande Ligue. Destin tragique ou prodigieux, événements marquants, anecdotes rocambolesques et inspirations politiques. Que serait la NBA sans tous ces épisodes, sans tous ces acteurs, sans toutes ces facettes encore trop rarement reconnues? Larry Foust, Rick Barry, Bill Walton, Michael Cooper, Grant Hill, Baron Davis, autant de joueurs méconnus, d'actions légendaires, de monstres oubliés et de futures légendes brisées. Raconter les multiples histoires de la Grande Ligue, c'est la mission du Magnéto. Baron Louis Walter Davis voit le jour le 13 avril 1979 dans la Cité des Anges. En suivant les conseils avisés de sa grand-mère qui l'a élevé, le jeune homme entre en 1997 dans la prestigieuse Crossroads School, une école privée de Santa Monica qui possède une équipe de basket reconnue au niveau national. C'est là-bas que Davis fit ses premières gammes et commença à se faire un nom. Le Baron mène alors son équipe à la victoire lors d'un tournoi national très réputé, le Beach Ball Classic Tournament. À l'issue de ce tournoi, il décrocha le trophée de MVP, un titre à l'image de sa saison, au cours de laquelle il est nommé Gatorade National Player of the Year, titre qui récompense le meilleur joueur lycéen des USA. Si elle peut paraître anecdotique, cette distinction est très souvent annonciatrice du potentiel d'un joueur, puisque parmi les lauréats, on retrouve notamment le regretté Kobe Bryant, LeBron James, Jason Tatum ou encore Greg Oden. Mais revenons-en à Baron Davis. Cette même année, il est sélectionné pour le McDonald's All-American Game, l'équivalent du All-Star Game pour les lycéens. Dans ce match des jeunes étoiles, le meneur et les autres membres de l'équipe Ouest s'inclinent face à l'équipe Est, dans laquelle on retrouvait notamment Lamar Odom, Shane Battier, Elton Brand ou encore Meta Sandiford Artest, anciennement connu sous le nom de Ron Artest. Malgré la défaite dans ce match de gala, Baron Davis trouva son lot de consolation dans le Dunk Contest. Quand bien même était-il le plus petit participant, du haut de son 1,90 m, Baron, encore imberbe à l'époque, a su démontrer l'ampleur de son explosivité et de ses capacités athlétiques. Des performances qui attirent les regards et qui lui offrent alors un billet d'entrée dans toutes les universités du pays. Casanier, il opta finalement pour rejoindre UCLA, la faculté de Los Angeles. Dans la Cité des Anges, il confirme pleinement son fort potentiel, à tel point qu'il fut nommé Freshman de l'année dans la conférence Pacifique. De plus, lors de son année sophomore, le Baron s'offrit une belle ligne de stats, avec 15,9 points, 3,6 rebonds et autant de passes décisives avec un peu plus de 30 minutes de jeu par match, ce qui lui permit d'être nommé dans la 3e All-American Team. Pourtant, tout aurait pu très vite s'arrêter, et nous n'aurions jamais eu la chance de voir Bidi évoluer sur les parquets de la NBA. Dès son année de freshman, le meneur manqua sa réception après un dunk et subit une rupture des ligaments croisés. Les ligaments croisés, c'est l'enfer pour un joueur aussi explosif et rapide que Baron Davis. Mais l'enfer c'est pour les autres, et le bonhomme retrouva la forme en un temps record et recouvrit les capacités athlétiques qui faisaient toute l'essence de son jeu.
Plus qu'un athlète doué de qualités physiques exceptionnelles, c'est un véritable warrior qui s'apprête à faire ses débuts dans la Grande Ligue. C'est alors qu'il rejoint la draft de 1999. Cette cuvée est loin d'être avare en talent, puisqu'on y retrouve notamment Elton Brand, Lamar Odom, Sean Marion, le AK-47 Andrei Kirilenko, ou encore un certain Emmanuel Ginobili. Avant cette draft, Baron Davis n'a qu'une idée en tête: retrouver ses terres californiennes, et plus particulièrement les Lakers. Mais nous étions loin de nous douter que cette volonté tenace poussera Richard Hamilton à renvoyer son agent. Non, vous ne rêvez pas. Je m'explique. Pour monter son trade avant la draft, Davis passe ses journées au téléphone avec son agent pour savoir chez qui il va être drafté. Après avoir obtenu les informations qu'il cherchait, il rejoint ses camarades de cuvée et commence littéralement à leur spoiler les résultats de la future draft. Je vais être drafté par Charlotte, Steve Francis va à Vancouver, et Richard, tu vas aller à Washington. Il continue ainsi avec la plupart des joueurs du top 10. Naïf comme à ses premiers jours, Hamilton demanda à Davis quelles étaient ses sources. La réponse: mon agent me l'a dit. Dès lors, le futur arrière des Wizards et des Pistons remercia son agent qui, selon lui, n'avait manifestement pas le bras suffisamment long au sein de la Grande Ligue. Voilà pour la petite anecdote, et revenons-en à notre Bidi. Le jour J, tout le monde vit que l'agent de Baron Davis disait vrai. C'est bel et bien Charlotte qui jeta son dévolu sur le meneur de UCLA avec le 3e choix de la draft. À cette époque, les Hornets étaient coachés par Paul Silas et venaient de terminer la saison 98-99 avec le 9e bilan de la conférence Est. Pour insuffler un nouveau rythme à l'équipe, tous les espoirs étaient alors placés sur le rookie. Le début de son histoire aux Hornets n'est donc pas des plus simples. Il y a beaucoup d'attentes sur les épaules d'un joueur aussi jeune, mais ces attentes sont à la hauteur de son talent. Malheureusement, au cours de sa première saison, Silas en fera une utilisation plutôt mitigée. Le Baron est cantonné à un rôle de doublure de David Wesley, bien qu'il eût tout de même droit à 18,5 minutes de jeu par rencontre. Un temps de jeu qu'il n'a toutefois pas réellement fait fructifier du pur point de vue des statistiques. Au mieux, nous pouvons qualifier ce premier exercice de timide. Ce n'est pas un scandale de dire que Davis n'est pas parvenu, en tant que rookie, à répondre aux attentes qui pesaient sur lui, avec 5,9 points, 2 rebonds, 3,8 passes décisives à 42% au tir. A posteriori, on constate que c'est au cours de ce premier exercice qu'il affiche son plus faible usage percentage en carrière avec 19%, mais également son plus haut taux de turnover avec 22%. Concrètement, cela signifie que lorsqu'il était sur le parquet, Baron Davis concluait 19% des possessions de son équipe, que ce soit par un tir, une passe ou une perte de balle. Mais cela signifiait dans le même temps que pour 100 possessions jouées, il perdait quasiment 22 ballons. Malgré cela, les Hornets finirent à la 2e place de la division centrale et affrontèrent les Sixers au premier tour des playoffs. Face à la bande d'Allen Iverson, Charlotte ne fit pas long feu et s'inclina sur le score de 3-1. Au cours de la série, Davis eut un temps de jeu assez faible, semblable à celui qui était le sien au cours de la saison régulière. Après une première saison en dents de scie, Paul Silas prit conscience du phénomène qu'était Baron Davis et lui accorda la place de meneur titulaire. Désormais principal dépositaire du jeu de sa franchise, le Californien va battre son record de points dès la première rencontre, avec 20 points inscrits dans un blowout contre les Hawks. C'est également au cours de sa saison sophomore que BDD réalisa l'un des meilleurs matchs de sa carrière au cours d'une victoire face à Détroit, avec 25 points, 10 rebonds, 8 passes décisives et 7 interceptions. Une performance peu commune qui témoigne de l'incroyable potentiel du meneur de Charlotte. Cependant, c'est bel et bien sous le signe de l'irrégularité que cette saison se jouera, tant individuellement que collectivement. Il est d'ailleurs possible d'établir un lien de corrélation entre les prestations de Baron Davis et les résultats des Hornets. Dès que le meneur scorait plus de 20 points, Charlotte gagnait. La problématique, c'est que si ces pics au scoring se firent de plus en plus fréquents, il arrivait tout aussi souvent à The Beard de passer totalement à côté de son match. À l'issue de cette saison sophomore,
Davis compilait 16 points, 4 rebonds et 7 passes décisives par match, mais également plus de 2 interceptions, un chiffre qui fit de lui le 5e meilleur intercepteur de la ligue. Bien emmenés par leur meneur Dragster, les Hornets foncèrent en play-off avec le 6e bilan de l'Est. Au premier tour, les Frelons affrontèrent le Heat de Pat Riley, Tim Hardaway et Alonzo Mourning. Même sans l'avantage du terrain, les protégés de Silas ne vont pas faire dans la dentelle et sweepèrent les Floridiens sur le score de 3-0. Un tour de force collective avec 2 victoires consécutives à 26 points d'écart et une 3e victoire avec 15 points d'écart, pour lequel Baron Davis n'est pour le moins pas étranger. Il signa quelques performances marquantes et termina la série avec 20,3 points, 5 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions de moyenne. Les Hornets furent alors propulsés en demi-finale de conférence face aux Bucks de Ray Allen, Sam Cassell et Glenn Robinson. Cette série fut bien plus compliquée pour le meneur. Pourtant, en saison régulière, affronter Milwaukee lui avait plutôt souri. Nous citons ici la rencontre du 17 février 2001, remportée par les Frelons, notamment grâce aux 21 points de leur meneur. Un match au cours duquel Baron Davis inscrivit le panier le plus lointain de l'histoire, avec 89 pieds, soit l'équivalent de 27 mètres, record toujours en vigueur aujourd'hui. Malgré la petite forme de son meneur et après 2 défaites inaugurales, c'est bel et bien Charlotte qui vira en tête après le Game 5. Jamais la franchise ne fut aussi près de découvrir les finales de conférence. Hélas, après un Game 7 accroché, avec notamment 29 points et 6 passes décisives pour The Beard, c'est bien Milwaukee qui valida son ticket pour les dites finales. L'histoire entre Baron Davis et la franchise des Hornets dura encore 3 saisons. Si nous avons pu constater une nette amélioration de son niveau de jeu lors de sa saison sophomore, le meneur va profiter alors de la fin de son parcours en Caroline du Nord pour entrer dans une nouvelle dimension, celle des All-Stars. Il obtint sa première étoile dès la saison 2001-2002, en remplaçant un Vince Carter blessé. Dit comme cela, nous pourrions avoir le sentiment que sa sélection au match des étoiles n'est due qu'à cette blessure. Il n'en est pourtant rien. Alors âgé de 22 ans, Davis était un meneur plus que respectable, qui se situait déjà dans le second tiers des postes 1 de la ligue, derrière les intouchables Kidd, Nash et Iverson. Ainsi, en arrivant au All-Star Break, il affichait 19,1 points, 4,3 rebonds et 8,7 passes décisives par rencontre. On s'aperçoit d'ailleurs qu'en l'espace de 3 saisons, il est parvenu à développer un jeu de passes qui frôle désormais le niveau élite. Du point de vue des chiffres, il termina la saison en tant que 4e meilleur passeur, derrière André Miller, Jason Kidd et Gary Payton. Au-delà de ses progrès dans la distribution du jeu, Davis est désormais un véritable scoreur, capable de prendre feu et de devenir une excellente seconde option offensive. À l'issue de ce 3e exercice, Charlotte rallia à nouveau les demi-finales de conférence. Lors du premier tour disputé face à Orlando, Davis réalisa 2 triples-doubles consécutifs lors des matchs 3 et 4. Il est alors le 5e joueur de l'histoire à réussir l'exploit de sceller une série de playoffs d'une telle manière, après Wilt Chamberlain, John Havlicek, Magic Johnson et Monsieur Triple-Double, Oscar Robertson. Malheureusement, les Hornets se firent éliminer au tour suivant par les futurs finalistes NBA, les Nets du New Jersey. Si les prestations individuelles du meneur laissent présager un futur chatoyant, il semblerait malgré tout que le collectif ait du mal à passer un cap. Il faut dire que le roster moquait alors cruellement d'une véritable superstar. Lors de la saison suivante, la franchise déménagea pour poser ses valises à la Nouvelle-Orléans. Un déménagement qui n'affecta en rien les solides prestations d'un Baron Davis bien déterminé à enfin disputer ses premières finales de conférence. Malheureusement, pour la première fois de sa carrière professionnelle, sa saison fut amputée par des blessures à répétition
qui lui firent rater l'intégralité du mois de février 2003. Il revint néanmoins à temps pour emmener les Hornets en play-off, dans un premier tour qui se solda par une défaite face aux Sixers. Arrive alors la saison 2003-2004, la dernière qu'il disputa sous le maillot bleu ciel des Hornets. Il en profita pour faire des adieux en grande pompe, en réalisant ce qui se révélera être finalement sa meilleure saison en carrière. À l'issue du premier mois de novembre 2003, il est élu joueur du mois de la conférence Est, une récompense qu'il obtint pour la première et dernière fois, et qui est légitimée non seulement par sa production individuelle hors norme, mais aussi par les résultats collectifs de Frelon bien en jambes, avec 25,1 points, 4,8 rebonds et 8,1 passes décisives de moyenne pour le meneur star, ainsi que 65% de victoires pour les Hornets. C'est désormais certain, Baron Davis fait partie de la caste des top meneurs de la NBA. Il continua sur sa lancée jusqu'à la mi-saison, sa première blessure ne l'empêchant pas d'être sélectionné pour le All-Star Game pour la seconde fois de sa carrière. Avec plus de 23 points, 3,3 rebonds, 7,5 passes décisives et 2,4 interceptions, Davis termina meilleur intercepteur de la ligue. Si le meneur affiche ce qui s'approche de son meilleur niveau, les prestations collectives ne parviennent pas à suivre son rythme. Baron Davis parvint malgré tout à mener les siens en play-off face au Heat du jeune Dwayne Wade. Seulement, les Hornets se butèrent et se retrouvèrent éliminés des play-offs à nouveau. Cette série de 7 matchs scellera la fin du parcours entre un BD frustré et des Hornets en manque de réussite. Dès le début de la saison 2004-2005, le divorce était acté et BDD fut transféré vers la mi-saison chez les Warriors de Golden State contre Speedy Claxton et les restes de Dale Davis. Ce trade est encore aujourd'hui considéré par certains médias comme l'un des 5 pires transferts de l'histoire. Les Hornets s'en mordirent longtemps les doigts puisqu'ils ne virent plus les playoffs avant la campagne de 2010. Davis, quant à lui, termina sa saison chez les Guerriers de la Baie, coaché par Mike Montgomery. Ce retour dans sa Californie natale lui fit le plus grand bien. S'il n'alla pas en play-off, il se fit tout de même remarquer en terminant sa saison en véritable boulet de canon avec 24 points, 4,5 rebonds, 10 passes décisives et 2,5 interceptions de moyenne sur ses 15 dernières rencontres. C'est à l'aube de la saison 2006-2007 que les Warriors faisaient peau neuve et se séparaient de Mike Montgomery qui laissa sa place d'entraîneur à Don Nelson. La révolution était en marche dans la baie de San Francisco. La légende de Davis l'était également. Pourtant, avant le début de la saison, les Warriors n'avaient pas forcément beaucoup de raisons de tendre vers l'optimisme. La franchise n'avait plus connu les playoffs depuis son élimination au premier tour de la campagne de 1994. L'effectif était homogène et compétitif, néanmoins, la jungle de l'Ouest était déjà très dense à cette époque. Il était difficile de se démarquer collectivement face à certaines franchises de l'Ouest, telles que les Mavs, les Spurs ou encore le Jazz pour ne citer qu'eux, qui était bien mieux armé que la bande de Nelson. La saison commence sur les chapeaux de roue. Après 10 matchs, le bilan collectif était de 7 victoires pour 3 défaites. Il faut dire que le jeu prôné par Don Nelson correspond enfin aux qualités de son meneur phare. Les Warriors galopent dans tous les sens et affichent la plus forte pace de la ligue avec 99,2 possessions jouées par rencontre. Baron Davis distribue le jeu et cela se ressent sur les statistiques de l'ensemble des titulaires qui tous, sans exception, voient leur moyenne augmenter. Seulement, avec une blessure pour Davis et un rythme difficile à maintenir pour Golden State, le bilan à l'approche des fêtes de Noël n'est que de 14 victoires pour 15 défaites. Il est alors difficile d'imaginer pouvoir rejoindre les playoffs à ce rythme. À la mi-janvier, les Warriors font peau neuve et s'inscrivent dans un blockbuster trade. Golden State envoie Ike Diogu, Mike Dunleavy, Keith McLeod et Troy Murphy chez les Pacers, en échange d'Al Harrington, Sarunas Jasikevičius, Josh Powell et Steven Jackson. Les arrivées d'Al Harrington et de Steven Jackson dans l'effectif ne sont pas à négliger, puisque ces deux joueurs sont capables d'évoluer sur les ailes
et affichait plus de 15 points par rencontre. C'est également une aubaine pour Don Nelson et son ultra small ball avant-gardiste. Oui, mais voilà. Davis se blessa à nouveau et manqua encore l'intégralité du mois de février. Durant ces 13 matchs d'absence, les Warriors compilèrent 9 défaites. Nous sommes le 4 mars 2007 et Golden State est 10e de sa conférence avec un bilan de 26 victoires pour 36 défaites. Plus personne n'imagine cette équipe en play-off. Personne, sauf un petit village peuplé d'irréductibles guerriers qui n'a de cesse de croire fermement en la possibilité d'une qualification alors jugée inespérée. Croire en ses chances envers et contre tout, c'est la mentalité du We Believe. Alors qu'il ne restait plus que 20 rencontres à disputer dans cette saison régulière, les Warriors, fidèles à leur nom, en gagnèrent 15. Le run and gun fut le symbole de cette fin de saison, et ce fut tout à fait spectaculaire. Résultat, au bout de l'exploit, Golden State termina 8e de cette conférence Ouest, avec un bilan similaire à celui des Lakers 7e. Avec ce 8e spot, ce sont donc les Mavericks et leur futur MVP, Dirk Nowitzki, que Davis, Ellis et autres Jackson devront renverser pour accéder aux demi-finales. Jamais, dans un premier tour disputé au meilleur des 7 matchs, une équipe ayant terminé 8e de la régulière était parvenue à renverser le premier de sa conférence. Jamais. Pour ce premier match, c'est en toute logique donc que Dallas, premier, faisait respecter sa loi en favori logique. Et non. Non, ce sont bel et bien les Warriors qui prenaient les devants dans cette série, dans le sillage d'un Baron Davis en 33 points, 14 rebonds, 8 passes décisives et 3 interceptions. Golden State s'imposa avec classe à Dallas. Les Mavs prirent malgré tout le deuxième match, mais ils avaient déjà perdu l'avantage du terrain. Golden State revenait à domicile avec la confiance et leur small ball qui mettait à mal les Mavericks et leur coach Avery Johnson ne trouvait aucune solution. Les Warriors ne tremblèrent pas à domicile et emportèrent leurs 2 matchs avec 24 puis 33 points pour Baron Davis. De retour à Dallas pour le match 5, Nowitzki se fâcha et planta un match à 30 points et 12 rebonds pour pouvoir continuer d'y croire. Mais la croyance est plus forte chez les Warriors. D'ailleurs, cette défaite constituait plutôt un mal pour un bien, puisque le match 6 allait se disputer à l'Oracle Arena dans une ambiance électrique et complètement survoltée. Cette fois-ci, les Warriors ne laissèrent rien passer. Golden State venait de signer l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Grande Ligue en éliminant l'ogre de Dallas sur le score de 4-2. C'était donc ça, le We Believe. Et les Texans en firent les frais. En demi-finale de conférence, Golden State s'inclinera face au Jazz, qui aura bien mieux contenu le small ball des joueurs de la baie sur le score sec de 4-1. Pourtant, Baron Davis aura été monstrueux, avec 25,5 points, 2,5 rebonds, 7,6 passes décisives et 4,2 interceptions de moyenne sur cette série. Il fut surtout beaucoup trop seul face au collectif parfaitement huilé de Utah. Mais il laissa néanmoins un souvenir impérissable dans nos mémoires en écrabouillant Andrei Kirilenko avec un dunk encore iconique aujourd'hui. Finalement, personne ne pourra mieux résumer la saison 2006-2007 de Baron Davis que le King LeBron en personne, qui déclarait à l'époque: il est de loin le meilleur meneur de la ligue actuellement. La saison suivante fut un peu moins flamboyante pour les Warriors. Davis entame la dernière saison de son contrat et les doutes sur sa longévité dans la ligue sont de plus en plus nombreux. Pourtant, le joueur disputa les 82 matchs qu'il était possible de jouer au cours d'une saison régulière pour une très bonne ligne de statistiques
avec 22 points, 5 rebonds, 7,6 passes et un peu plus de 2 interceptions par match. Toutefois, Golden State échoua aux portes des playoffs. Dans le même temps, les questions sur l'avenir de Baron Davis se firent de plus en plus intenses. Si Davis souhaitait rester du côté des Warriors, il estimait également que l'offre contractuelle qui lui était proposée était largement insuffisante. Il devint donc agent libre et signa un contrat de 5 ans pour 65 millions de dollars chez les Los Angeles Clippers. Avec Zach Randolph, Marcus Camby, Eric Gordon et désormais Baron Davis, les fans des Clippers pensaient être alors les témoins privilégiés du début d'une nouvelle ère. Malheureusement, Davis fut à nouveau victime de plusieurs pépins physiques qui entraînèrent une nette chute de ses productions statistiques. Il était désormais clair qu'il n'était plus à la hauteur de son contrat. Dans son mauvais sillage, les Clippers terminèrent la saison 2008-2009 avec seulement 19 victoires et ne firent guère mieux l'exercice suivant. Pourtant, quelques soirs, le talent de Baron Davis refaisait surface, avec des pics à 30 points, voire même 20 passes décisives. Il s'inscrit d'ailleurs parmi les 22 joueurs dans l'histoire de la NBA à avoir réalisé 2 matchs ou plus à 20 passes décisives ou plus dans un seul match. Une nouvelle fois, les relations du joueur et de la franchise se tendirent, notamment avec le détestable Donald Sterling, encore propriétaire de la franchise à l'époque. La saison suivante, toujours placée sous le signe de la défaite, est marquée par un nouveau trade. Baron Davis est envoyé à l'autre bout du pays, chez les Cleveland Cavaliers, contre Jamario Moon et Mo Williams. Pour convaincre les dirigeants des Cavs, les Clippers attachèrent à Baron Davis un premier tour de draft. Ce premier tour se transforma en first pick, avec lequel Cleveland sélectionna l'une des bases de son brillant futur et de son futur titre en la personne de Kyrie Irving. Le front office des Clippers dut se mordre les doigts avec encore plus de hargne que celui des Hornets quelques années plus tôt. Avant la draft du prodige qu'était déjà Kyrie Irving, Baron Davis termina la saison 2010-2011 avec Cleveland. Il y marqua quelques points, distribua quelques passes décisives et manqua surtout quelques matchs, et ne connut la victoire qu'à 6 petites reprises. L'arrivée de Kyrie Irving dans le roster marqua la fin de la courte aventure de Davis dans l'Ohio. Le meneur, alors âgé de 32 ans, s'engagea en tant qu'agent libre chez les Knicks pour une durée d'1 an. Touché par une hernie discale au moment de sa signature, le meneur fut éloigné des parquets pendant près de 2 mois. Après plusieurs semaines d'absence, Davis joua enfin sous le maillot des Knicks. Chaque soir, il avait à peu près 20 minutes de temps de jeu et affichait des moyennes, pour le coup assez moyennes, avec 6 points et 5 passes décisives. Les Knicks iront malgré tout en play-off, mais ce seront les derniers de la carrière de Baron Davis. C'est au cours de la 4e rencontre d'un premier tour disputé face à Miami que Davis pénétra dans la raquette floridienne. Il s'écroula pour ne plus se relever. Les examens médicaux révélèrent une nouvelle rupture des ligaments croisés, qui cette fois bouclait la fin de sa carrière. Si l'on accepte bien sûr le match des célébrités qui s'est déroulé lors du All-Star Game 2017, jamais plus Baron Davis ne foula les parquets de la NBA. Baron Davis n'a jamais remporté de bague, mais il n'a pas eu besoin de cela pour briller. Il demeure dans toutes les mémoires comme l'un des joueurs les plus élégants de l'histoire, comme un phénomène, comme le disait si bien Allen Iverson en 2015. C'est l'adversaire le plus dur contre lequel j'ai évolué. Pourtant, la liste de ses accomplissements est très courte, puisqu'on y compte 2 sélections au All-Star Game
et une nomination dans la All-NBA Third Team en 2004, ainsi que 2 titres de meilleur intercepteur de la ligue. Mais Baron Davis, ce n'était pas ça. C'était un style de jeu, une folie et un bonheur pour les pupilles. Au fond, le plaisir de l'avoir vu évoluer sur les parquets de la NBA pendant 13 ans ne compte-t-il pas au moins autant que les bagues et autres récompenses ? À notre sens, il compte certainement beaucoup plus. Vous venez d'écouter le Magnéto. N'hésitez pas à commenter, noter et à partager ce podcast. Pour ne rien rater des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite, que ce soit Spotify, Deezer, Encore, Apple Podcast ou Google Podcast. Vous pouvez enfin retrouver tous nos articles sur notre site internet QIBasket.net et nous partager vos retours sur tous nos réseaux sociaux. Merci pour votre écoute et à très vite.